Eh bien, nous allons commencer notre séance de ce soir avec beaucoup de plaisir de nous retrouver déjà dans ces salles et puis avec aussi en communication avec d'autres membres de l'association qui sont derrière les écrans à distance mais qui participent. Et c'est un point, je voudrais juste souligner que je pense qu'il y a des aspects très négatifs dans la crise que nous avons subie, mais il y a là un petit point positif, c'est que, pas trop petit, qui permet de faire participer des gens qui sont loin à ces cycles de conférences qui sont extrêmement enrichissants. Alors, ce soir, je dois introduire Madame Dion, qui est actuellement professeur à Paris 1, qui dirige le département d'études assyriologiques de... Les trois. Alors, bon, je sans trop de peine pour les trois. Mais enfin bon. Mes collègues ne savent pas. Et qui vient nous parler, on va en reparler de quelques instants, des femmes scribes en Mésopotamie. Madame Lyon est spécialiste des écritures cunéiformes et elle a travaillé particulièrement sur des textes d'un site connu sous le nom de Nouzi et qui est extrêmement intéressant aussi bien par les données archéologiques que par les données textuelles qui sont très riches aussi. Elle a travaillé là-dessus, sur certains textes, mais aussi sur d'autres domaines. Par exemple, sur l'adoption, je crois, des hommes dans le système de Nouzi. Et elle a travaillé aussi sur les suidés, alors plus communément appelés cochons. Alors, on va dire le nom scientifique suidé pour le valoriser. Mais vous comprenez combien ce sujet peut être important par rapport à la tradition juive et par la suite à la tradition musulmane. Donc, ce sont des sujets très importants. Elle a travaillé ces sujets-là, en particulier avec une collègue, Cécile Michel, qui est au CNRS et qui travaille à Nanterre. Et elle est elle-même rattachée à l'équipe, je ne sais plus laquelle c'est, je ne sais pas ce que j'ai. Voilà, Arscan de Nanterre. Et donc, c'est vraiment, Madame Lyon est vraiment complètement intégrée dans le système de recherche et de communication de ce qui se passe maintenant. Avant, elle a été professeure à Lille et elle a enseigné aussi à Tours. Je ne crois pas que j'en avais d'autres. Hein, non. C'était Paris, hein, d'abord. Oui, donc, elle va nous parler ce soir des femmes scribes. Je souligne simplement, d'un mot, je n'ai pas moi qui vais parler, l'intérêt de cette communication. C'est tout un champ, c'est tout un pan de la civilisation ancienne avec le rôle des femmes qui apparaît d'une autre façon que ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps que ça encore, et elle a particulièrement travaillé sur ce sujet. Donc, je vais lui donner la parole pour nous donner cette conférence avec mes remerciements parce qu'elle est venue nous en parler. Oui. Alors, d'abord, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones. Voilà. On se retrouve assez nombreux samedi à l'église orthodoxe, l'église Saint-Stéphane. Et vous allez recevoir en début de semaine, on va avoir une visite le 11 décembre à l'Institut. Je dois juste vérifier que tout est enregistré. Les chrétiens, Ça va revenir, il est juste un petit peu lent. Et là, c'est les Juifs d'Orient. Voilà, et ce sera le 11 décembre, mais vous allez le recevoir sûrement en début de semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup et excusez-moi. Non, il est en train d'être enregistré. D'accord. Désolé. Et on vient. Excusez-moi. Je vais juste
je vérifie une question. On va venir. Vous allez nous dire si vous avez besoin que Brigitte Lyon appuie sur le micro ou pas. Peut-être que vous allez pouvoir l'entendre parfaitement. Jean-Marc Gueron m'a demandé de parler sans masque, donc si vous acceptez, la personne la plus proche c'est Robert. Voilà. Et alors j'ai un gros rhume, je préviens quand même, mais si vous êtes tous masqués, ça devrait aller. Les gens qui sont derrière l'écran ne risquent rien, mais est-ce que vous m'entendez, les gens qui sont à distance? Ça va? S'il faut mettre le micro, vous me dites, parce que je risque de ne pas arriver à forcer beaucoup ma voix. Donc d'abord, merci à Jean-Marc Gueron pour la présentation. Merci à Robert Rollet et Carole Roche-Chollet qui m'ont invité, et Françoise Briquel aussi, il y a 3 personnes qui se sont mises ensemble pour m'inviter, mais j'ai répondu avec beaucoup de plaisir. Alors, comme l'a dit Jean-Marc Gueron, je travaille sur des sujets qui n'ont pas l'air très sérieux, comme ça, les cochons, l'alimentation, les femmes, etc. Mais bon, tout ça, c'est quand même de l'histoire sociale. Alors, le public de Bible et Terre Sainte sait où se trouve la Mésopotamie. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais j'ai mis une jolie carte pour faire un peu de publicité à mon collègue Martin Sauvage, qui vient de faire un superbe atlas historique de la Mésopotamie. Il a fait de très belles cartes, et ça, c'est une des premières cartes qui montre toute la zone, la grosse tache orange, c'est toute la zone où l'écriture cunéiforme a été employée. Et puis, il y a une autre carte qui essaye d'indiquer les endroits où on a trouvé beaucoup de tablettes cunéiformes. Alors, on a indiqué que les sites où il y avait plus de 500 tablettes. Hein. Alors, à chaque fois, il y a des collègues qui disent « Ah, mais mon site n'est pas sur la carte. » Oui, mais on a mis la barre très haut. On a commencé à 500 tablettes. Ça, c'est des petites tablettes. Et puis, plus gros, c'est plus de 1000 tablettes. Et les grosses tablettes, ça veut dire plus de 10 000 tablettes trouvées sur un même site, juste pour donner une idée de l'ampleur de ce qu'a été la culture écrite dans la région pendant quasiment 3000 ans, c'est-à-dire de la fin du 4e millénaire avant notre ère jusqu'au 1er siècle de notre ère, puisque la dernière tablette date du 1er siècle après Jésus. Alors, j'en viens directement au sujet. Hein, les historiens du Proche-Orient ancien ont longtemps considéré que la pratique de la lecture et de l'écriture, qui sont tout de même assez complexes, était réservée à des spécialistes, les scribes, et implicitement, il a toujours été admis que ces scribes étaient des hommes. Ça n'est même pas discuté, enfin, ça n'intéresse pas tellement à la question. Alors, c'est vrai la plupart du temps, c'est-à-dire que c'est vrai que la plupart du temps, c'est réservé à des spécialistes et que la plupart du temps, ces spécialistes sont des hommes, peut-être 99 cas sur 100, mais il n'empêche que ces 20 dernières années, ces 2 affirmations ont été mises en question de 2 manières. D'abord, pour ce qui concerne l'accès des femmes à l'écriture. La première collègue qui a travaillé là-dessus, c'est une dame qui s'appelait Rivka Harris, une collègue américaine, qui travaillait sur les textes de la ville de Sippar, c'est à peu près à 50 km au nord de Babylone, où il y avait des femmes consacrées, je vais en reparler, et elle a montré que dans cette communauté, il y avait des textes écrits par des femmes. Donc elle s'est intéressée à ça dans les années 70, mais ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Et ces 2 dernières décennies, le dossier a été repris par plusieurs personnes, dont moi-même dans la mesure de mes moyens, et on se rend compte que eh bien, quand on cherche des femmes scribes, on en trouve. Et des femmes scribes qui sont vraiment des professionnels. D'autre part, il y a une autre chose qui a été remise en question, c'est l'idée qu'il n'y avait que les spécialistes qui savaient lire et écrire. Bien sûr, ça demandait des études très longues, mais on commence à admettre qu'au moins à certaines époques et à certains endroits, une partie des élites était suffisamment instruite pour savoir, en gros, lire et écrire. Peut-être pas très très bien, mais suffisamment pour déchiffrer un message simple ou pour gérer des archives. Alors, je vais vous présenter une conférence en 3 parties. D'abord, vous parler des femmes scribes, puisque c'est pour ça que vous êtes venus. Ensuite, étendre un petit peu à ce que j'ai appelé plus largement les administratrices, c'est-à-dire des femmes dont il n'est jamais précisé qu'elles sont scribes professionnelles, mais dont on peut penser qu'elles savent quand même lire, écrire, compter. Et puis, en dernier point, eh bien, ces femmes des élites dont je parlais, puisque quand je disais que les personnes appartenant aux couches sociales les plus élevées savent lire et écrire, ça concerne les hommes, mais ça peut aussi conserver des femmes. Donc, ce sont les 3 points que je vais traiter.
Alors, pour les femmes scribes, encore une fois, je rappelle, hein, l'immense majorité des scribes connus sont des hommes. Pour certaines époques, on n'a aucune femme scribe attestée. Et disons, pendant le premier millénaire d'usage de l'écriture, on ne connaît pas de nom de femme scribe. La plus ancienne qu'on connaît, ce serait à l'époque d'Akkad, mais là, j'avoue que je devrais faire contrôler par un collègue spécialiste de l'époque d'Akkad, parce que j'ai trouvé la référence, mais je ne connais pas suffisamment les textes du troisième millénaire pour dire pourquoi on identifie cette Nin-un-il comme scribe. Est-ce que c'est à cause de son nom qui est marqué comme féminin? Donc là, je voudrais un spécialiste des noms propres de l'époque d'Akkad, mais les spécialistes disent que c'est féminin. On a un peu plus d'attestations à la toute fin du troisième millénaire, à l'époque qu'on appelle la troisième dynastie d'Ur, c'est-à-dire 21e siècle avant notre ère. C'est une époque qui a produit beaucoup de textes administratifs. C'est le siècle où on a le plus de documentation cunéiforme, on compte les moutons un par un. Et on a 4 mentions de femmes scribes qui viennent de différentes villes, toujours dans des contextes identiques. Ces dames reçoivent des rations d'un certain nombre de choses. Alors, j'ai trouvé que des images pour 2 tablettes sur les 4. Vous voyez que celle-ci est très cassée. J'ai cherché les bonnes tablettes. Ce n'est pas toujours celles qu'on voit dans les musées. Dans les musées, on ne voit que les belles tablettes. Et puis, quand on cherche les vraies tablettes, eh bien, ce sont des tablettes moches avec toute la surface qui a sauté. Et une des rares choses qui subsiste à la fin, c'est qu'il y a cette dame qui reçoit 1 litre de bière et 2 litres de farine. Et elle est appelée Dupsar, scribe, et Mounous, c'est l'idéogramme pour la femme, donc une dame scribe. Et les autres textes de la même époque, ici c'est 20 litres de, mais on ne comprend pas le nom du produit, pour une dame qui s'appelle Ninaba, qui est mariée, hein, un mari, et là aussi Mounous Dupsar, femme scribe. Et puis les 2 autres attestations, c'est exactement pareil. Donc si ces dames reçoivent des rations, c'est probablement qu'elles travaillent pour ce qu'on appelle un grand organisme, probablement un palais. Pour cette époque-là, on a surtout des archives de l'État. Donc c'est des femmes qui doivent être employées dans l'administration et qui reçoivent des rations de cette administration. Alors, la grande époque où on a des attestations de femmes scribes, peut-être qu'on en a à d'autres moments, mais moins bien attestées, c'est le tout début du 2e millénaire, l'époque qu'on appelle paléo-babylonienne ou amorite. Alors là, ça va faire plaisir à Jean Margueron, parce qu'on va parler de Marie, on est obligé de parler de Marie. Marie, il y a des femmes scribes, mais il y en a aussi ailleurs. Et j'ai mis évidemment Marie sur la carte, parce qu'on a des attestations qui viennent de là. Il y a un autre site, j'ai mis une petite croix, parce qu'il n'était pas sur la carte, c'est le site de Chagar Bazar, où on a une mention. Et puis le site de Sipar, où on a, dans un contexte différent aussi, des femmes qui savent écrire. Et en fait, à Marie et à Chagar Bazar, c'est dans le milieu royal. À Sipar, c'est dans le milieu des femmes consacrées. Donc, on va voir tout ça en détail. Alors, le palais le mieux connu de l'époque, eh bien, voilà, spécial, c'est pas spécial pour Jean Margueron, c'est que quand on parle d'un palais, du plus beau palais, c'est toujours celui de Marie qu'on évoque, puisque celui de Babylone fait peut-être rêver, mais n'a pas été conservé, et c'est le palais le mieux conservé pour des niveaux du début du deuxième millénaire. Donc, ce palais a été vraiment très bien fouillé, très bien interprété par Jean Margueron. Et dans ce palais, comme vous le savez, il y avait de très nombreuses tablettes. Quand je faisais mes études, on disait 20 000. Maintenant, il y a eu tellement de ce qu'on appelle des joints, elles ont tellement été recollées qu'il n'y en a plus que 13 à 15 000, parce qu'on a beaucoup, le nombre a diminué du coup, mais ça fait quand même une masse énorme. Et dans ce palais, Jean Margueron avait identifié d'abord le quartier où habitaient les femmes, hein, la seconde maison. Et on se rend compte maintenant que la nuit, par exemple, il n'y avait que des femmes dans le palais, on mettait tout le monde dehors et puis il n'y avait que des femmes. Et pendant la sieste également, c'était quasiment les seules habitantes du palais. Et il y avait également le quartier des cuisines dans lesquelles travaillaient apparemment beaucoup de femmes. Alors, dans ce palais ont été trouvées des listes de distribution de rations d'huile. Alors, l'huile, c'était plutôt pour les soins du corps, ce n'était pas vraiment pour faire la cuisine. Mais il y a de grandes listes de distribution d'huile. Vous voyez des grosses tablettes avec quatre colonnes de chaque côté. C'est Nelle Ziegler qui a travaillé sur ces tablettes. Et on a là-dedans toute la liste de la population du palais, depuis les princesses jusqu'aux femmes qui ont les métiers les plus durs, c'est-à-dire celles qui vont puiser l'eau, qui font la cuisine, etc. Et alors dans ces listes, eh bien, on a 9 femmes scribes qui sont mentionnées
9 quantités d'huile attribuées à des femmes. Et vous voyez que chez ces femmes, il y a déjà une hiérarchie, parce qu'il y en a qui reçoivent, il y en a 2 qui reçoivent plus d'huile que les autres, donc ça veut dire qu'elles sont mieux traitées. Et ces 9 femmes, on dit que ce sont des femmes scribes. Donc, tout à fait intéressant, hein, 9 femmes scribes dans le palais de Marie, qui doivent travailler probablement pour la population féminine. On a des lettres que la reine a envoyées au roi, que les princesses envoient, que la sœur du roi écrit, et on peut penser que dans ce milieu féminin, si on a besoin d'un scribe, on va au plus près et on demande à une femme de faire les tablettes. De plus, toujours dans cette même tablette, il y a une rubrique spéciale de l'autre côté pour les gens qui travaillent aux cuisines. Et aux cuisines, il y a encore 2 autres femmes scribes en plus. Et alors, ces femmes qui travaillent dans les cuisines, elles sont bien intéressantes parce qu'elles ont laissé des centaines et des centaines et des centaines de petites tablettes, des tout petits billets qu'on appelle les repas du roi. Chaque fois que le roi réside dans le palais, on fait des petits comptes pour voir ce qui sort des magasins et qu'on donne à manger, alors pas seulement au roi, parce que les quantités sont énormes, mais pour le roi et son entourage. Et Nelle Ziegler, toujours elle, hein, ça c'est pas mon travail, je présente ce qu'elle a montré. D'abord, je ne sais plus qui, mais quelqu'un avant elle avait vu qu'il y avait 2 ou 3 mains de scribes différentes sur ces repas du roi. Comme c'est toujours les mêmes textes, c'était très répétitif, et donc on pouvait voir les différences de signes, et il avait été repéré qu'il y avait 2 ou 3 personnes différentes qui avaient écrit. Et elle a trouvé les femmes scribes des cuisines qui sont mentionnées dans les listes de rations, une qui a testé pendant 6 ans, qui s'appelle Betty Lamassie, on connaît même leur nom, et puis une autre qui est attestée jusqu'à un certain point dans la documentation, et puis après il y a une autre qui lui succède. Donc elles sont toujours 2, mais il y en a une qui a été remplacée à un moment, on ne sait pas pourquoi. Et alors quand on voit dans les listes de rations ce qu'elles reçoivent, elles sont moins favorisées que les autres femmes scribes. Elles reçoivent la même chose que les puiseuses d'eau, donc c'est vraiment les rations de base, les rations les plus basses. Enfin, et toujours à Marie, une tablette, dans un autre ordre d'idée, une tablette de dot. Le roi Zimrilim, le dernier roi de Marie, avait peu de fils et beaucoup de filles. Et alors, il mariait ses filles à ses vassaux pour s'assurer leur fidélité. Et quand une princesse était mariée à un roi, elle partait avec sa dot. Et Shimatoum part avec une dot qui comprend 8 servantes, je crois, et parmi ces servantes, une femme scribe qui est là aussi mentionnée par son nom, Shimaïlat. Et quand la princesse était mariée à un roi, en général des rois du nord de la Mésopotamie, elle quittait le palais de son père, mais elle continuait à lui écrire. Et si elle avait parmi ses servantes une femme scribe, elle pouvait continuer d'autant plus facilement à correspondre avec son père. Enfin, alors je n'ai pas d'image, mais je vous ai parlé du site de Chagar-Bazar, qui correspond au site antique apparemment d'Ashnakoum. On a à peu près la même chose, des listes de distribution de rations, cette fois-ci ce n'est pas d'huile, c'est d'orge, mais ça revient exactement au même, au personnel féminin du palais local, qui n'est pas un palais royal, mais qui est le palais du gouverneur de la ville. C'est un petit peu antérieur au texte de Marie, mais ça se tient à quelques années près. Et on a 4 distributions de rations. Il y a toujours la même dame scribe qui revient et qui reçoit ces rations d'orge. Alors, ces femmes ont pour point commun de travailler dans des palais et d'appartenir au personnel servile. Ce sont des femmes éduquées, mais vous voyez qu'on peut les déplacer. Hein, quand on marie une fille, on lui donne ces femmes scribes comme servantes. Donc, ce ne sont pas du tout des femmes de la bonne société. Alors, on aimerait avoir d'autres archives, d'autres palais, hein, mais on ne les a pas. Encore une fois, on n'a pas le palais de Babylone, on n'a pas de palais d'autres grandes villes où on aurait des choses comparables. Donc, pour l'instant, ça reste une réalité bien attestée à Marie et dans le nord de la Mésopotamie, et dans le sud, on ne sait pas ce qui se passe. Le deuxième groupe, le deuxième endroit dans lequel on trouve des femmes scribes professionnelles, c'est dans le groupe des femmes consacrées, notamment dans la ville de Sipar, qu'on appelle des Naditou. Alors la petite dame qui est là, je ne suis pas sûre que ce soit une femme consacrée, mais en tout cas c'est une femme qui est dans une attitude de prière. Et donc là, c'est le cas le mieux connu. Alors des plans de Sipar un peu anciens, hein, il y en a qui vous situent par rapport à Babylone, et puis un plan dessiné par le père Schell en 1902, qui a fouillé Sipar, aussi bien qu'on pouvait fouiller en 1902. C'est un site très, très compliqué. La principale divinité de la ville de Sipar, c'était le dieu soleil Shamash, qui était aussi le dieu de la justice. C'est lui qu'on voit
sur le code de Hammurabi, qui remet les insignes de pouvoir au roi Hammurabi. Et des femmes étaient consacrées à ce dieu Shamash. Et une fois qu'elles étaient consacrées, eh bien, elles devaient quitter leur famille. Elles habitaient en communauté et elles n'avaient pas le droit de se marier ni d'avoir des enfants parce qu'elles étaient considérées comme les épouses du dieu. Et elles vivaient dans un quartier qu'on appelait le Gagoum, alors qu'il faut traduire par cloître, donc c'est pas très bon. D'après nos collègues flamands, ça ressemblait peut-être au béguinage, parce que dans ce cloître, c'était un quartier avec des murs, des gardiens qui contrôlaient l'accès dans ce quartier, et puis des petites maisons. Elles avaient des petites maisons indépendantes, des petits terrains. Et alors ces femmes étaient riches, parce que comme elles n'avaient pas d'enfants, leur père leur donnait des terres. Et on savait qu'on leur donnait des terres comme dot, mais ça reviendrait à leurs frères, etc. Donc c'est une façon de donner des terres aux filles qui ne sortaient pas de la famille. Des filles qui se mariaient, on ne leur donnait jamais de terres, mais là, on leur donnait parce qu'on savait qu'on aliénait les terres que pour une génération. Et donc, elles gardaient des contacts avec leurs frères, souvent, qui géraient les terres, etc. Alors, à Sipar, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a trouvé les archives de ces dames. Alors, c'est très difficile de savoir où on les a trouvées parce qu'à Sipar, il y a eu beaucoup de fouilles clandestines. Il y a 2 villes côte à côte qui s'appelaient toutes les deux Sipar. Il y avait des archives dans les 2 villes, tout ça était un petit peu mélangé. Donc, pendant un moment, on a dit qu'on était tombé sur leur maison dans le cloître, mais ça, c'est pas sûr du tout. En plus, certaines déposaient les archives chez un frère ou un oncle, etc. Donc, on ne sait pas exactement d'où vient tout ça. Mais il y a une énorme masse de tablettes. Et dans certains contrats, et dans tous ces contrats, on voit qu'elles gèrent leurs affaires. Hein. Ici, c'est une dame, une femme consacrée qui achète un champ, et qui achète un champ à un homme. Eh bien, le dernier témoin, c'est une scribe, on dit Dupsar, scribe, et on ajoute femme, et cette dame a un nom de beau nom féminin. Et on a comme ça une vingtaine de scribes qu'on connaît par leur nom sur 100 ou 200 ans. Alors, les scribes, on ne nous dit jamais qu'elles sont elles-mêmes des femmes consacrées. Mais en fait, d'après leur nom, c'est très certainement elles-mêmes des Naditum, parce que Shataya, il y a la moitié des Naditum qui s'appellent comme ça, les autres ont toutes, ces femmes consacrées ont toutes un peu les mêmes noms, et l'onomastique des femmes scribes, c'est vraiment une onomastique de femmes consacrées. Alors là, quand on a ça, bon, elle dit qu'elle est scribe, elle est dernier témoin. Le dernier témoin, c'est très souvent le scribe. Donc là, ben voilà, vous avez une copie d'un texte qui a été rédigé par une de ces dames. Donc là, c'est comme les petites tablettes de repas du roi de Marie, on est sûr que ça a été écrit par ces femmes. Alors, on sait... alors, juste une remarque, les femmes consacrées ne faisaient pas appel qu'à des femmes, parce que sinon on aurait beaucoup plus de choses. Elles faisaient appel aussi à des hommes, et il y a même un homme qui porte le titre du scribe des femmes consacrées. Donc, elles font appel à des hommes, mais il y a aussi probablement parmi elles des femmes qui savent écrire et qui se disent scribes, donc qui sont des professionnels. Alors, on ne sait pas exactement comment toutes ces femmes apprenaient à écrire, aussi bien celle de Marie que celle de Sipar, mais on est dans un monde où souvent les professions se transmettent au sein des familles. Et à Sipar, par exemple, il y a une femme scribe qui est elle-même fille de scribe. Donc on peut se dire que c'est son père qui a dû lui apprendre à écrire, mais on n'a pas tellement de documentation là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que alors le nom du scribe, c'est Dupsar, hein, mais il y a aussi un autre titre qui est Dumu et Dubba, c'est-à-dire le fils de l'école. Et on a une femme qui est Mounous, femme, fils de l'école, donc une fille de l'école. Et il y a beaucoup de discussions pour savoir pourquoi il y a des gens qui sont scribes et d'autres, on dit qu'ils sont fils de l'école. Et une des hypothèses, c'est que les scribes se diraient fils de l'école quand ils ont un très bon niveau et qu'ils sont devenus eux-mêmes des professeurs. Donc, si on a une femme qui est fille de l'école, est-ce que ça veut dire qu'on aurait une femme professeure? C'est une possibilité. Hein, il y a des discussions sur ce titre. Alors, comme en Mésopotamie, on a trouvé beaucoup de matériel scolaire, c'est-à-dire des petites tablettes d'exercices avec lesquelles les enfants apprenaient à écrire. On a pu, et là aussi c'est des travaux qui ont 20 ou 30 ans, mais pas plus, on a pu reconstituer tous les travaux d'apprentissage. Pendant longtemps, ces textes n'ont pas été étudiés, parce qu'évidemment, ils ne sont pas beaux. C'est des enfants qui écrivent avec leurs petites pattes, alors c'est pas très joli, et puis ils écrivent tous la même chose, ils apprennent tous la même chose, donc c'était pas important de le publier. Et puis il y a des collègues qui se sont intéressés à la pédagogie, souvent des collègues qui étaient enseignants, qui ont travaillé sur ces tablettes et qui ont réussi à remonter tout le cursus et à voir dans quel ordre on apprenait les choses.
Alors, on commençait par apprendre à dessiner les signes, donc on faisait des lignes de clous en fait, des lignes de clous horizontaux, verticaux, etc. Après, des listes de syllabes, et alors j'ai mis en rouge parce que on a trouvé 4 exercices qui sont faits par des filles. Et on le sait parce qu'elles ont terminé l'exercice en mettant écrit par une fille scribe. Donc on se dit que là, c'est des petites filles qui apprenaient et qui mettaient qu'elles étaient des filles. D'habitude, on ne met rien. Les petits garçons ne met rien. Il y en a qui n'ont même pas mis les filles. Là, il y en a une qui a mis son nom, je crois, mais les autres ont juste dit qu'elles étaient des filles et n'ont pas mis leur nom. Donc là, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elles avaient peut-être l'impression de faire quand même un truc qui était un truc de garçon. Et qu'elles étaient toutes fières de dire, moi, je suis une fille, mais moi aussi, je sais écrire. Donc, c'était certainement une pratique minoritaire. Mais les 4 choses que j'ai mis en rouge, c'est les 4 exercices qu'on a trouvés rédigés par des filles. Alors, il y a les listes de syllabes, donc ça, c'est le niveau... pour nous, c'est l'équivalent du B.A.B.A. Là, il n'y a pas de B.A.B.A, il n'y a que du bas, parce qu'il n'y a pas de B.A., il n'y a pas d'alphabet, c'est que des syllabes, mais on copie Boubabi, tout à titre, etc. Des listes de noms propres, des listes de mots, et puis, donc ça, il y a une liste de mots faite par une dame, enfin, une petite fille probablement, des listes de signes compliqués avec la lecture en sumérien. Ensuite, des proverbes en sumérien, parce que là, on est au début du 2e millénaire, et les gens, on parle acadien, mais on écrit l'acadien, mais les gens continuent d'apprendre le sumérien, qui était une langue morte. Dans les écoles, on apprend le sumérien. Des exercices mathématiques. Et puis, le niveau avancé, vraiment le niveau, j'allais dire le niveau lycée, c'est la littérature sumérienne. Et on a un texte de littérature sumérienne qui est écrit par une dame scribe. Donc, je vous ai mis les 2 copies que j'ai trouvées de ces textes, avec à la fin Chou. Chou, c'est la main d'une fille scribe. Donc, il y en a un, c'est une liste lexicale qui est très, très, très connue, que tous les scribes copiaient. Donc là, alors, je ne sais pas si c'est par hasard, mais la fille, elle copie l'extrait sur la laine et les vêtements. Je ne sais pas s'il faut y voir une malice quelconque, ou peut-être que la tablette était aussi beaucoup plus grande. Et puis, la grande tablette que vous avez sur 4 colonnes, c'est le chant de la Houd. Donc là, c'est un petit texte littéraire sumérien qui était copié dans toutes les écoles. On copie un peu tous les mêmes textes, comme nous, on est obligé de passer par les Fables de La Fontaine. Enfin, on était obligé de passer par les Fables de La Fontaine, la pièce de Corneille, la pièce de Racine, etc. Bon, c'est l'équivalent dans le cursus. Donc voilà un petit peu... c'est tout à fait intéressant de voir comment ces femmes apprennent à écrire. Alors, j'ai un collègue qui m'a envoyé cette illustration que je ne connaissais pas. C'est un illustrateur américain qui a fait des illustrations de nature historique et qui a fait une illustration pour imaginer ce que c'était qu'une école en Mésopotamie. Et alors là, monsieur Jean Margueron reconnaît la salle 24 du Palais de Marie, parce qu'il y a cette salle du Palais de Marie où il y avait des petites banquettes et on avait cru au début que c'était une école. Et en fait, non, c'est un magasin, c'est des banquettes pour caler les jarres, mais c'est un peu resté dans la vulgate, cette idée fausse que c'était une école. Et voilà, les salles 24 et 25 du Palais de Marie. J'espère qu'on voit bien ces petites banquettes. Et on voit les petits garçons qui sont sur les banquettes. Et je crois que les jarres sont mises là où il y a des trous pour les jarres. Enfin, il a même mis les jarres au bon endroit. Alors, bon, je l'ai mis parce que je trouve cette image sympathique, mais vous voyez qu'il y a quand même plusieurs idées reçues à revoir dans l'image. D'abord, il n'y avait peut-être pas que des garçons. Et ensuite, pour ce qu'on sait de l'apprentissage, ça se faisait quand même beaucoup dans la famille. Et donc, il est peu vraisemblable qu'il y avait des classes comme ça de petits garçons, mais éventuellement avec quelques filles dedans en randonnion. C'était plutôt dans les maisons. Quand on a du matériel scolaire, c'est surtout dans les maisons, beaucoup plus que dans les palais. Alors ensuite, pendant presque un millénaire, plus rien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de femmes scribes, ça veut dire simplement qu'on n'a pas de documentation. On a très peu de documentation sur les femmes consacrées pour la fin du 2e millénaire. On a peu de documentation, enfin on a moins de documentation dans les palais, on en a, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a à Nouzilvé, il y en a d'autres endroits, il y en a à Ougarit, etc., mais pas de mention de femmes. En revanche, là où on en retrouve, c'est... presque 1000 ans après les textes de Marie, à l'époque néo-assyrienne, et on retrouve ça de nouveau dans un contexte palatial. On n'a plus le cas de figure femme consacrée, mais on a de nouveau les dames qui sont dans les palais, et on trouve ça à Ninive, à Calrou, dans les grandes capitales assyriennes. Exemple, alors on n'en a pas des centaines, un exemple, une liste de près de 200 femmes qui a été trouvée à Ninive. Là encore, j'ai bien montré des tablettes très cassées et très moches. Ça, c'est la réalité de la tablette cunéiforme et pas seulement les jolies tablettes qui sont dans les musées. Et là-dedans, il y a 6 femmes scribes qui sont appelées non plus Doubsar, mais Abbamesh. Et au 1er millénaire, on considère que c'est le mot
qui désigne les scribes qui écrivent en écriture alphabétique, puisqu'à l'époque, on écrit en araméen sur papyrus ou sur peau, et on considère que les scribes Abbamesh, c'est les gens qui font ça, qui ont cette spécialité d'écriture sur des supports souples en alphabet. Et donc là aussi, eh bien, on trouve que les femmes sont présentes. Il y a une autre liste où on trouve des femmes, en plus de scribes, on trouve des musiciennes, on trouve des boulangères, mais on trouve aussi des choses plus étonnantes. On trouve des femmes métallurgistes et des femmes foreuses de pierre. Et on a l'impression que c'est la population d'un palais, peut-être avec des femmes qui vivent plus ou moins en vase clos. Bon, moi, je n'ai pas trop parlé de harem, mais des femmes qui vivent quand même en communauté de femmes et qui ont peut-être besoin de femmes artisans, scribes, etc., qui travaillent pour elles. Et à la toute fin de l'époque néo-assyrienne, en 615, donc 3 ans avant la chute de Ninive, on a encore mention de femmes scribes. Et c'est les archives d'une dame dont on dit qu'elle est la scribe de la maison de la reine. Et cette dame a des activités économiques, elle doit être bien payée parce qu'elle fait des prêts. Donc, c'est une créancière, une dame sans doute assez riche. Cela dit, les reines n'emploient pas que des hommes. Donc là, une des seules représentations de reines, la reine-mère Nakia, la maman d'Assaradon. Eh bien, Nakia, on sait qu'elle a un scribe, qui est le scribe de la reine-mère, donc elle emploie aussi un homme. Donc, voilà pour mes femmes scribes. Je bois un coup avant de m'étouffer et je continue sur les administratrices. Ça va? Est-ce que vous m'entendez ou est-ce qu'il faut que je prenne le micro à distance? Ça va? Vous m'entendez aussi? Oui. Alors, deuxième catégorie, ce que j'ai appelé les administratrices. Alors, c'est une catégorie qui est encore pas beaucoup étudiée. Peut-être aussi que c'est une catégorie qui est un peu floue parce qu'on connaît les mots pour dire scribe, mais pour dire administratrice, il peut y avoir différents mots qui sont employés. Et puis, quelquefois, il n'y a rien du tout, mais on voit que les femmes sont en charge de gérer du grain, des étoffes, etc. Donc, elles ont des fonctions d'administration, mais sans titre. Alors ça, d'ailleurs, c'est une grande constante qu'on avait vue avec ma collègue Cécile Michel, parce qu'on a travaillé sur les femmes qui travaillent en général et pas seulement sur les scribes. Quand les hommes ont une spécialité professionnelle, on le dit, on a le nom de métier. Quand les femmes ont une spécialité professionnelle, on ne le dit pas toujours. C'est qu'on ne dit pas toujours qu'elles sont des spécialistes. C'est vrai aussi pour le textile, c'est vrai pour un tas de choses. On ne mentionne pas toujours qu'elles ont une spécialité. Alors, si je reviens aux rations d'huile des palais de Marie, toujours les grandes tablettes publiées par Nell Ziegler, eh bien, à côté des femmes scribes, il y a des femmes qui sont appelées Mounous Agrig ou Abarakatou, donc que Nell Ziegler a traduit par administratrice des cuisines, économe. Alors, bon, rien ne dit que l'économe des cuisines sait écrire, mais on peut dire d'une chose, c'est qu'elle sait compter. Ça, on peut en être à peu près sûr. Et celles qui ont accès aux réserves du palais, et pour les réserves de nourriture, etc., bon, on sait qu'il y a un homme qui dirige le service des cuisines, mais il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec lui, eh bien, elles devaient peut-être quand même avoir des rudiments d'écriture parce que les pièces étaient fermées, enfin, les pièces importantes, les réserves étaient fermées par un système de ficelles qu'on attachait à un pommeau dans le mur, les portes étaient fermées comme ça. Alors, du point de vue pratique, ce n'est pas du tout efficace, il suffit de couper la ficelle et puis on rentre, mais c'était une barrière morale, et sur la ficelle et le pommeau, on mettait le sceau de la dernière personne qui était passée par là, qui sortait et qui fermait et puis qui scellait. Et on voit dans le palais de Marie que c'est très important, puisqu'il y a des lettres où on dit il faut aller dans la pièce qui a été scellée par monsieur machin, et ensuite il faut prendre des choses dedans, et quand on referme, c'est un tel qui doit sceller. Donc ça, c'était très, très, très important. Même chose pour les jarres de provisions, on mettait les seaux, et il fallait vraiment une autorisation pour casser les seaux. Or, il a été remarqué que quand les seaux sont déroulés, à cette époque, souvent sur un seau, on a une image, et puis on a 2 ou 3 lignes d'écriture, en général 3 lignes, qui donnent le nom de la personne, le nom de son père, et puis la divinité familiale, ou bien le nom du roi si la personne est un serviteur royal. Et on a remarqué que quand les seaux sont déroulés, la partie qui est le plus souvent déroulée, c'est la partie écrite. Alors on a dit, c'est les 3 lignes d'écriture, et ce n'est pas le dessin. Alors on a dit que c'est parce que les dessins, c'est tous un petit peu les mêmes, c'est toujours un personnage qui est présenté devant un dieu ou un personnage qui est présenté devant le roi, c'est les scènes de présentation, c'est tout pareil. Mais je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement, c'est-à-dire si
on doit distinguer les sceaux, non pas en fonction de l'image, mais en fonction de l'écriture, c'est que les gens qui regardent les sceaux savent au moins lire les noms propres. Alors l'apprentissage des noms propres, ça vient assez tôt dans le cursus. Donc quelqu'un qui a des rudiments d'écriture peut lire les noms, mais je pense que c'est tout à fait intéressant cette observation. Et donc on peut se dire que pour les fonctionnaires de haut rang, il devait y avoir un minimum, homme ou femme, il devait y avoir un minimum de savoir de ces signes d'écriture qui notaient les noms propres. Alors voilà un exemple de sceau. Alors l'image est plus ancienne, hein, c'est une incrustation en coquille qui vient de Marie, mais là on n'est pas au début du 2e millénaire, c'est la ville 2 de Jean Margueron, hein, on est au 3e millénaire, mais vous voyez que cette dame, elle a un sceau, et c'est intéressant de voir comment on portait le sceau, il y a une grande épingle qui attache le vêtement, et puis il y a des petites breloques, des petites perles, etc., et puis il y a le sceau. Donc si cette dame a un sceau, même au 24e siècle avant notre ère, elle devait bien s'en servir. Et puis je vous ai mis une empreinte de sceau, là on revient dans le palais de Zimrilim, de Yataraya, servante de Zimrilim, qui était sur un panier ou un sac, et servante de Zimrilim, c'est pas n'importe quelle servante, c'est une de ses épouses quand même, hein, qui sont toutes, de toute façon, tout le monde est serviteur du roi, même la reine. Voilà, donc il y avait des gens importants qui utilisaient ces sceaux, et d'autres qui savaient les lire, et parmi les gens qui savaient lire, eh bien, je pense qu'il devait y avoir ces administratrices du palais. Alors, j'ai quand même réussi à parler de Nouzy, on trouve tout à Nouzy. J'ai une petite tablette de Nouzy, où il y a aussi un petit palais que Jean Margueron connaît bien. Alors, Nouzy, c'est tout près de la ville de Kirkouk, en Irak du Nord. Et dans l'Antiquité, Kirkouk était la capitale d'un petit royaume, et Nouzy, c'était une ville de province qui était à 15 km de là, où il y avait un petit palais provincial. On est à l'époque du Mitanni, si ça vous situe, donc au XIVe siècle avant notre ère. Et il y a une dame qui s'appelle Charikouti, qu'on voit faire des opérations pour la reine de Nouzy. Et alors, il y a ce petit billet qui m'intéresse bien parce qu'il est fait mention de 8 kilos de laine, bon, ce n'est pas extraordinaire, qui ont été donnés à Charikouti, laine qu'elle a préparée, alors on ne sait pas exactement ce que c'est de préparer la laine. Elle est allée dans la ville d'Alilani, ça c'est la capitale, c'est Kirkouk, et avec Yamashtu, qui est une autre dame, elle a fait les comptes. Donc c'est la première fois que je trouve une mention de dame qui fait les comptes, mais de 2 dames d'un coup qui font les comptes. Alors je cherche d'autres, chaque fois que je dis ça, je dis à mes étudiants, si vous en trouvez d'autres, vous me dites, mais voilà, comme quoi les femmes aussi peuvent être des matheuses. Et puis il y a le sceau de cette dame Charikouti. À l'époque néo-assyrienne, là aussi, on fait un bond et on retombe dans les palais néo-assyriens, toujours dans les listes de femmes, eh bien, on trouve des femmes qui sont l'harinatou, donc qu'on traduit par économe, des femmes qui sont trésorières. Bon, on peut quand même imaginer que des économes et des trésorières savent compter. Et quand on a des hommes qui sont économes ou trésoriers, on suppose aussi qu'ils savent écrire. Donc on peut dire que les dames qui font ça doivent savoir exactement la même chose. Et puis, les reines ont des maisons dans plusieurs villes de l'Empire néo-assyrien qui sont administrées par des intendantes qu'on appelle les shakintou. Il y a eu des études faites par une collègue finlandaise sur la question, et on peut supposer que la shakintou qui dirigeait ces domaines devait savoir lire, écrire, compter. Alors, petit excursus sur ces dames qui comptent, qui calculent, etc. La déesse qui patronne les activités des scribes, justement, ce n'est pas un dieu, c'est une déesse. On parle souvent de Nabu qui est dieu des scribes, mais Nabu est dieu des scribes au 1er millénaire. Mais jusqu'au 3e millénaire et au début du 2e millénaire, ce n'est pas un dieu, c'est une déesse qui patronne l'activité scribale. Et une des explications qu'on a données pour ça, c'est le fait qu'on se dit que ça doit être une projection de ce qui se passe dans l'espace domestique, c'est-à-dire que dans les maisons, quand le grain est rentré pour l'hiver, c'est à la maîtresse de maison de savoir comment on va répartir ses réserves de grain sur l'année. Donc, c'est la maîtresse de maison qui est en charge quand même de la cuisine, des tâches domestiques, etc. C'est à elle de savoir calculer, de savoir compter. Et on s'est dit que c'est pour ça que peut-être la déesse Nisaba est à la fois la déesse du grain et puis la déesse de l'écriture et du calcul. Et il y a une collègue, Eleanor Hobson, une collègue anglaise, qui a étudié dans la littérature sumérienne toutes les mentions d'opérations, de calcul, d'écriture, de mesure. Et dans la mythologie, c'est très souvent des déesses qui font ça, beaucoup plus que des dieux. Et alors, toute dernière chose sur les femmes administratrices, là, j'ai trouvé ça récemment et ça m'a bien plu. On en trouve même là où on ne les cherche pas.
dans l'épopée de Gilgamesh. Alors, vous connaissez l'histoire de Gilgamesh. Hein. Gilgamesh veut chercher la vie éternelle, ne veut pas mourir, etc. Et il va au bout du monde pour rencontrer Utnapishtim, qui est le survivant du déluge, et pour savoir comment lui a fait pour avoir la vie éternelle, puisque Utnapishtim et sa femme ont obtenu des dieux la vie éternelle. Donc Utnapishtim raconte le déluge, c'est la fameuse 11e tablette, etc. Et puis à la fin, ça se termine mal pour Gilgamesh, puisque Utnapishtim lui fait comprendre que maintenant il n'y aura plus de déluge, donc la vie éternelle, ce ne sera pas pour lui. Alors Gilgamesh est très déçu, et Utnapishtim lui dit, mais comment veux-tu résister à la mort? Tu ne serais même pas capable de résister au sommeil. Et c'est donc de ne pas t'endormir. Alors Gilgamesh doit répondre quelque chose comme oui, facile, et puis évidemment, il s'effondre, il se met tout de suite à dormir. Et alors Utnapishtim s'adresse à son épouse, qui n'a pas de nom d'ailleurs dans l'histoire, et alors il lui dit, l'humanité est mauvaise, il sera mauvais avec toi. C'est-à-dire qu'il se méfie, il se dit, tu vas voir quand il va se réveiller, il va nous dire qu'il n'a pas dormi. Alors bon, on va contrôler ça. Alors il dit à sa femme, va faire cuire des rations de pain. Donc ça, j'aime beaucoup parce que Madame Utnapishtim, qui a la vie éternelle, elle a gagné de faire cuire des rations de pain pour l'éternité. Ça, c'est aussi un bon exemple de travail domestique des femmes. Donc elle va faire cuire des rations de pain pour Gilgamesh, place-les une par une à sa tête et inscrit sur le mur le nombre des jours pendant lesquels il a dormi. Elle fit cuire ses rations, elle les plaça une par une à sa tête et elle marque pour lui sur le mur les jours pendant lesquels il a dormi. C'est-à-dire qu'Utnapishtim doit rester assis sous son arbre et Madame Utnapishtim fait cuire les rations et tient les comptes. Et le mari lui dit, fais les comptes. Quoi. Donc je trouve ça très intéressant pour ce rôle d'administratrice que les femmes pouvaient avoir dans la sphère domestique et trouver ça dans un texte mythologique, c'est intéressant. Une autre chose intéressante, c'est dans le monde des enfers, là aussi on est dans la mythologie, dans le monde des enfers, c'est le seul royaume où il y a une reine, qui est la reine Ereshkigal. Et à côté de la reine Ereshkigal, eh bien, il y a aussi une femme scribe. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait dans les enfers, j'imagine qu'elle doit compter les entrées, parce que qu'est-ce qu'on peut compter d'autre dans les enfers? Il n'y a pas beaucoup de sorties. Mais c'est intéressant de voir que c'est conçu comme un royaume avec une reine, et donc probablement comme une maison de la reine, avec des femmes scribes au service de la reine. On n'imagine pas qu'il y a un scribe. Enfin, dernier point, je vais essayer de ne pas être trop longue, c'est l'idée que les élites, quelquefois, lisent et écrivent. Alors les élites, hommes et femmes, pas seulement les femmes, on a souvent dit que le système d'écriture cuniforme était très compliqué, et Dominique Charpin, qui a été mon professeur, disait avec quelques malices, en fait, c'est les assyriologues qui disent ça parce qu'ils veulent persuader leur auditoire qu'on fait quelque chose de très, très compliqué, donc on a intérêt à dire que c'est très, très compliqué pour se faire valoir, mais en fait, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Enfin, ça demande du temps et de la patience, mais on y arrive quand même. Et depuis ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup d'études sur la question, et on se rend compte que la pratique de la lecture et de l'écriture était peut-être plus répandue que ce qu'on a pensé. Alors, d'abord, il y a des rois qui se sont vantés d'être des savants. Il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple, Shulgi, roi d'Ur, dit qu'il savait lire et écrire. Il le dit dans ses hymnes, il y a des hymnes à sa gloire, on dit qu'il savait faire plein de choses. Il y a d'autres rois, les rois d'Issine au début du deuxième millénaire aussi, disent qu'ils savaient lire et écrire. Et alors quand c'est les rois qui disent ça, on ne met pas spécialement ça en doute, hein, mais on dit toujours, ah oui, mais ce sont des exceptions. Et Dominique Charpin, qui a travaillé sur les textes de Marie, pense que non, que des rois de Marie, comme Zimri-Lim, savaient lire et écrire. Nel Ziegler pense que Ishme Dagan, qui a été roi par Marie, mais avec Alatoum, savait aussi écrire, et que les hauts fonctionnaires du palais devaient aussi savoir lire et écrire, et notamment les généraux, qui pouvaient avoir besoin de respecter le secret militaire et d'envoyer des informations au roi sans même passer par l'intermédiaire d'un scribe. Donc il y a des études qui ont été faites sur les mains de scribes, qui à ma connaissance ne sont pas encore publiées, mais c'est des choses en cours. Et alors, bon, là, on est quand même toujours avec les hommes. Alors, est-ce que les femmes savent lire et écrire ou pas? Alors, quasiment de la même époque que Shulgi, enfin, c'est peut-être un peu avant, l'époque de fin 3e millénaire, donc l'époque de Shulgi ou des rois de Gudea, on a 4 petites statuettes qui ont toutes le même type iconographique, des petites statuettes qui représentent des dames, des prêtresses, d'après leurs vêtements, enfin des femmes consacrées, hein, qui ont un vêtement très caractéristique. Et ces petites dames ont des tablettes sur les genoux, des tablettes avec des quadrillages. Et ces tablettes quadrillées, ça peut être tout à fait des tablettes de comptabilité. Donc, on a proposé d'y voir des femmes consacrées qui peut-être administreraient
les biens d'un temple, les biens d'un dieu, et dans le cadre de leur fonction, se feraient représenter, alors non pas en train d'écrire, dans les mains dans un geste de prière, mais avec une tablette sur les genoux. Bon. Il y a une autre hypothèse qui a été formulée, c'est que ces femmes tiendraient une tablette avec des hymnes ou des textes religieux et seraient les compositrices de ces hymnes, puisqu'on sait aussi qu'il y a des femmes auteurs d'hymnes. Donc ça, j'en parlerai pas ce soir parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais voilà, il y a les deux hypothèses, soit ce sont des auteurs, des autrices, soit ce sont des administratrices qui ont leur tablette sur les genoux, mais dans les deux cas, probablement, elles savent écrire. Et pour le type de ces statuettes, vous voyez à quel point ça ressemble aux statues de Gudea avec son plan sur les genoux. Alors là, on est fin 3e millénaire. Pour le début du 2e millénaire, on n'a pas l'équivalent, mais on a peut-être des indices en ce sens à la cour de Marie. Alors, c'est un raisonnement parallèle qui vaut ce qu'il vaut. Vous savez qu'au début du 2e millénaire, on pratique beaucoup la divination, enfin on pratique tout le temps la divination, et au début du 2e millénaire, le type de divination le plus pratiqué, c'est ce qu'on appelle la ruspicine ou l'hépatoscopie, c'est-à-dire l'examen du foie des moutons de sacrifice. Donc là, il y a les jolies petites maquettes de foie qui viennent encore une fois de Marie, qui sont au musée du Louvre. Et l'art du devin était toujours comparé à l'art du scribe, parce qu'on considérait que sur ce foie de mouton, il y avait des signes qui étaient inscrits par les dieux, et que le devin, c'était comme le scribe des dieux, c'était celui qui devait déchiffrer les messages envoyés par les dieux. Et on considère que la technique était aussi complexe que la technique de l'écriture, et les devins faisaient de longues études. Or, on sait que les rois de Marie et leurs proches, y compris les femmes de la famille royale, sont capables de comprendre quand on leur explique les présages, parce qu'il y a des devins qui leur envoient des lettres en leur expliquant en long, en large et en travers tout ce qu'ils ont vu sur le foie du mouton, et vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut voir sur le foie d'un mouton, et ça n'a de sens que si le roi peut comprendre, ou la reine, parce qu'on a ce genre de texte aussi adressé à la reine, et on a même des lettres de la reine qui commentent un petit peu les présages, qui disent il y avait ceci, cela sur le foie, etc. Donc on peut dire qu'elle s'y connaît en divination. Et si elle s'y connaît en divination, peut-être qu'elle s'y connaît aussi en écriture, les deux techniques étant vraiment pensées comme parallèles. Pour les élites toujours, à la cour néo-assyrienne, eh bien, là aussi, encore une fois, on fait un saut de 1000 ans. À chaque fois, on passe des palais du début du 2e millénaire au palais du début du 1er millénaire. Eh bien, il y a des rois qui se sont dit savants, lettrés. Le plus savant, c'est Assurbanipal, qui, dans ses inscriptions, dit qu'il avait un savoir absolument encyclopédique. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de regarder ce qu'il porte à la ceinture. Vous voyez qu'il a des petits objets glissés dans sa ceinture, et ça a été interprété comme des instruments d'écriture, comme des calames qu'on voit sur des peintures, qu'on voit sur des scribes qu'on voit souvent par paire, au 1er millénaire, avec le scribe qui écrit sur tablette et le scribe qui écrit sur un support souple. Donc, Assurbanipal, on voit souvent représenté avec ces calames qu'il porte à la ceinture, y compris quand il est à cheval ou quand il chasse le lion. Et donc, Assurbanipal, on a des lettres que lui envoie son précepteur. Là on sait qu'il a vraiment appris à écrire. Peut-être son père Assaradon savait écrire aussi. Ce qui est intéressant, c'est que il n'est pas le seul à la cour. Et on a une lettre tout à fait intéressante de la sœur d'Assurbanipal, envoyée par la sœur d'Assurbanipal à la femme d'Assurbanipal. Et c'est une lettre qui n'est pas très aimable. Donc, parole de la fille du roi, donc la princesse, la sœur du futur roi Assurbanipal, à Libali Sharat, donc la future reine, épouse d'Assurbanipal. Pourquoi n'écris-tu pas ta tablette et ne récites-tu pas ta tablette d'apprentissage? Si tu ne le fais pas, on va dire, celle-ci est-elle vraiment la fille aînée du palais de succession d'Ashur-etel-Ilani Mutini, ça c'est un autre nom d'Assaradon, grand roi, roi fort, roi de l'univers, roi d'Assir. Or, toi, tu es la belle-fille du roi, la dame de la maison d'Assurbanipal, le grand prince héritier d'Assaradon, roi d'Assir. Autrement dit, on a la belle-sœur qui envoie des réprimandes à la femme de son mari, à la femme de son frère, pour lui dire il faut que tu apprennes à écrire à la cour. Les femmes écrivent, tu dois écrire, sinon tu vas nous faire honte. Et donc, on peut se dire que la sœur du roi, pour se permettre ce genre de choses, elle doit elle-même avoir appris à écrire. Alors, je ne sais pas si elle a écrit ce petit billet elle-même ou bien si elle a demandé à un scribe, mais pour se permettre d'en remontrer à sa belle-sœur, elle doit s'y connaître. Alors,
C'est intéressant parce que, voilà, je vous ai mis l'image que tout le monde connaît du banquet sous la treille, hein, et on pense que c'est l'épouse du roi qui est assise devant lui. Donc, c'est cette dame qui s'est pris une volée de bois vert de la part de sa belle-sœur, si c'est bien la même. Et puis, une autre chose intéressante, de nouveau à propos de la divination. Alors, la divination était toujours pratiquée à la cour néo-assyrienne, et il y avait ce qu'on appelait des questions oraculaires, c'est-à-dire qu'avant d'ouvrir un mouton pour regarder le foie, on écrivait la question qu'on voulait poser au dieu et on déposait une tablette. Et alors, on a une tablette là qui est très particulière, qui dit la chose suivante. Je te demande Man Lararban. Alors déjà, Man Lararban, on ne sait absolument pas qui c'est une divinité, mais d'habitude, c'est au dieu Shamash qu'on demande des choses. Là, c'est un dieu qu'on ne connaît pas. Et alors, question politique, hein. Cette rumeur d'insurrection qui a été rapportée à Assurbanipal, roi d'Assyrie, fils d'Assaradon, roi d'Assyrie, en ces termes, on prépare une insurrection contre toi. Est-elle sûre et confirmée? Est-ce que cela arrivera? Est-ce vrai? Va-t-on m'attraper? Vais-je mourir? Serais-je capturé à cette occasion? Donc, c'est une dame qui pose toutes ces questions-là, qui doit être vraiment dans les cercles proches du pouvoir, peut-être dans la famille royale, hein. Et alors, elle met cette chose étonnante, ne tient pas compte, elle s'adresse à la divinité, ne tient pas compte du fait que c'est une femme qui a écrit et placé ceci devant toi. Donc, bon, ça devait être assez inhabituel qu'une femme fasse ce genre de lettres et de demande à la divinité. Donc, elle demande à la divinité de ne pas s'offusquer, de ne pas mépriser sa demande. Mais voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le verbe écrire qui est employé. C'est pas faire écrire, hein. Quand on fait écrire quelque chose par quelqu'un, par un scribe, on dit faire écrire. Là, c'est vraiment écrire. Donc, elle a dû écrire ça elle-même. Donc, on peut penser à une princesse. Enfin, dernier point, j'ai bientôt fini, je vais essayer de ne pas déborder mon temps. L'usage de l'écrit et l'apprentissage de l'écrit, non plus seulement dans les familles royales, mais parmi les élites. À partir du début du 2e millénaire, une des particularités de la documentation écrite, c'est qu'elle se répand en dehors de la cour et en dehors des usages purement administratifs et étatiques. On a, à partir de 2000, pour aller vite, avant notre ère, des archives dans les maisons. Les gens se mettent à recourir à l'écrit pour gérer leurs biens. Donc, alors c'est le tout venant, c'est des prêts, des achats de terres, des locations de terrain, etc., etc. De la comptabilité, des terres mises en location. Et puis aussi la correspondance des marchands, quelquefois beaucoup de correspondances, des procès, etc. On a une grosse archive de marchands qui vient de Turquie, en fait, hein, d'archives de marchands qui venaient de la ville d'Achour, dans le nord de la Mésopotamie, et qui allaient faire du grand commerce dans ce qui est aujourd'hui le centre de la Turquie. Et leurs archives ont été découvertes au point d'arrivée des caravanes, donc sur le site de Kaniş, Kültepe, Kaniş l'ancien, Kültepe non moderne, en Turquie. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, les marchands qui voyagent, ce sont des hommes, et leurs femmes sont restées à Achour. Donc, on a des correspondances entre mari et femmes. Et alors, on voit que les femmes envoient, reçoivent des lettres. Bon, ça ne suffit pas à dire qu'elles savent écrire. Mais il y a à cette époque un syllabaire qui est assez simple. Et plus ça va, plus il y a d'études sur les mains de scribes, et plus il y a d'études approfondies vraiment sur ces tablettes, plus les spécialistes de ce groupe de textes ont l'impression qu'il y avait pas mal de gens qui savaient écrire. Il y a des lettres qui mentionnent les enfants des marchands qui apprennent à écrire, alors plutôt les petits garçons. Mais du coup, on se demande si ça ne s'étendait pas aussi aux femmes. Et alors, on a même dit quelque chose qui n'est pas très gentil. On dit dans les lettres de femmes, il y a quand même beaucoup de fautes. Donc, c'est peut-être que ce n'est pas des professionnels qui écrivaient. Alors, je pense que dans les lettres d'hommes, il doit y en avoir aussi quelques-unes avec des fautes. Et d'après ma collègue Cécile Michel, il y a au moins une mention certaine d'une tablette économique écrite par une femme. On a un collègue allemand, Klaus Wilke, qui a regardé, alors pas pour les Assyriens, je ne crois pas qu'il a regardé le cas des Assyriens, mais pour les textes du sud de la Mésopotamie, toutes les mentions du verbe écrire, pour voir si c'est à la forme qu'on appelle factitive, faire écrire, ou bien écrire. Et donc il dit, si c'est faire écrire, c'est qu'on va avoir un scribe, mais si c'est écrire, c'est vraiment qu'on écrit soi-même. Et il en a relevé plein, et là-dedans, eh bien, il en a quelques-unes qui renvoient à des femmes qui écrivent elles-mêmes. Alors, on en a de beaux exemples de nouveau chez les femmes consacrées, qui ont l'air de pas mal se débrouiller, même si elles ne sont pas scribes professionnelles. Et alors, je vais quasiment terminer sur cet exemple-là. Il y a un procès que je trouve absolument magnifique, parce qu'évidemment, alors, quand il y a de l'argent, il y a des procès, hein, ça c'est sûr, et ces femmes consacrées, donc, qui avaient des biens, des dots, etc., normalement,
elles n'avaient pas le droit de les aliéner, elles devaient à leur mort, ça revenait à leurs frères. Mais quelquefois, leur père, quand il les dotait, leur donnait le droit de faire ce qu'elles voulaient. Et alors là, si elles s'entendaient bien avec la famille, elles rendaient les biens à la famille. Puis si elles ne s'entendaient pas avec la famille, eh bien, elles donnaient les biens à quelqu'un d'autre. Et notamment à des amis qu'elles se faisaient dans leur espace de femmes consacrées. Donc elles avaient des amies femmes, et bon, elles les adoptaient, elles en faisaient leurs héritières, etc. Et là, il y a toute une liste de biens, donc il y a un procès. Et au sujet des biens ci-dessus, Kamat Mamou, fille de Soupapoum, a donné à la fille de Sinéribam, sa fille adoptive. Alors évidemment, c'est sa fille adoptive puisqu'elles n'ont pas le droit d'avoir des enfants, donc elle a adopté quelqu'un. Donc elle a donné une dame qui donne ses biens à sa fille adoptive. Alors Nidnoucha et Shamashabili, fils d'Idininim, ont porté plainte contre la fille de Sinéribam en ces termes. Donc pour la situation, si vous voulez, c'est une dame qui est morte au moment où on écrit la tablette, qui a choisi une héritière, qui l'a adoptée, qui lui a fait une tablette de donation. Et puis une fois qu'elle est morte, eh bien, il y a 2 hommes qui contestent, qui sont certainement de frères ou de cousins de cette dame, qui viennent dire mais non, il faut que les biens reviennent à la famille, etc. Pas question que ça sorte de la famille. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent comme argument? Eh bien, ils disent Ahmad Shamash ne t'a pas du tout donné de maison et elle n'a pas écrit de tablette pour toi, ce qui suppose que la vieille dame aurait été capable de faire elle-même son testament. Après sa mort, c'est toi qui as écrit la tablette. Donc, on accuse l'héritière d'avoir fait un faux en sa faveur. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors, l'héritière, évidemment, n'est pas contente et amène ses témoins, parce que quand on adopte quelqu'un qui fait une donation, évidemment, on a des témoins. Hein. S'il y a un litige, s'il y a un procès, on va les chercher. Alors, ces témoins, hommes et femmes, évidemment, là, il y a des témoins femmes, puisqu'on est dans le milieu des femmes consacrées, on dit que de son vivant, elle, c'est-à-dire Ahmad Shamash, avait donné la maison et écrit la tablette. Les juges leur ont rendu un jugement. Donc là, on avait une femme qui a écrit pour une autre, donc qui savait écrire, et la famille de cette dame suppose que l'autre aussi devait savoir écrire suffisamment pour faire un faux. Et alors, cette même dame, on a un petit dossier sur elle qui est très, très intéressant. Elle a adopté non pas une, mais 4 filles. Elle devait avoir beaucoup de copines dans le cloître. Et donc, elle a adopté 4 Naditou, et elle leur a donné ses biens. Et donc, alors, il y a la fille de Sinéribam, celle qui a eu un procès, une Otiltani, une Beltani et une Lamassi. Et donc, à chaque fois, elle a dû leur faire une tablette. Et sur les 4 tablettes, il y en a une qui a été trouvée. Et donc, cette tablette-là, c'est pareil, on peut être sûr que ça a été écrit par cette dame qui a fait elle-même un testament en faveur de sa fille adoptive. Donc, moi, je suis assez contente quand on trouve des tablettes comme ça et on se dit ça, on est sûr que c'est la dame qui l'a écrit. Et alors, ça touche probablement les élites parce que du coup, si on revient au Code d'Hammurabi, une chose qui n'a pas été beaucoup remarquée, me semble-t-il, c'est que quand un père envoie sa fille au cloître, eh bien, il lui donne une tablette et on dit soit une Ugbaptoum, une Naditoum, alors c'est différentes catégories de femmes consacrées, hein, ou une Sekretou, à qui son père a donné une dot et a écrit une tablette. C'est-à-dire c'est les femmes, les hommes, le père de famille, il est supposé aussi écrire une tablette. Si dans la tablette qu'il a écrite pour elle, il n'a pas écrit qu'elle pouvait donner sa succession et qu'il lui plaît, etc., c'est qu'on a 3 fois le verbe écrire et pas faire écrire. Donc les pères de famille riches à Sipar devaient savoir écrire et probablement leurs fils et leurs filles aussi. À Sipar également, une des fouilles les plus impressionnantes, ça a été fait par des collègues belges dans les années 70. Ils sont tombés sur une maison d'un prêtre. C'est célèbre parce que c'est la maison dans laquelle il y avait le plus de tablettes. Dans une maison privée, il y en avait 2000. Alors bon, 15 000 tablettes dans un palais, c'est bien, mais 2000 tablettes dans la maison d'un particulier, pour l'instant, c'est le livre des records. Et ce monsieur était prêtre, mais ce qu'on a trouvé, ce n'est pas tellement des choses de nature religieuse, c'est plutôt les affaires courantes de la maison, c'est-à-dire la gestion des rations de la maison, et puis les terrains qu'il a achetés, alors ce n'est pas complètement publié. Et parmi les textes, eh bien, il y avait des exercices scolaires. Et on peut se demander si ce monsieur n'a pas lui-même fait ses exercices scolaires quand il était petit, parce que, comme tous les gens riches, il avait des biens gérés. Donc, il avait des biens gérés, il avait des tablettes à gérer. À cette époque-là, quand on a des biens gérés, on a des tablettes. Et du coup, pour savoir au moins en gros ce qui est écrit dans ces tablettes, il a dû apprendre à écrire. Et ce qui est intéressant, c'est que les tablettes qu'on a chez lui ne vont pas à un niveau très élevé. C'est qu'il n'a pas besoin de copier des hymnes sumériens, etc. Ce n'est pas la peine. Il a besoin de savoir lire ces tablettes qui sont en acadien. Et ce n'est pas la peine qu'il fasse le cursus complet. Et on peut se dire que peut-être beaucoup de gens riches ne faisaient pas un cursus complet, mais avaient à la maison un script qui venait leur apprendre des rudiments d'écriture. Voilà. Alors, en conclusion, on aurait pu, j'ai mis une petite image avec un monsieur et une dame, pour que ce soit un peu paritaire. On aurait pu traiter aussi d'autres points qui concernent les rapports des femmes et de l'écrit. Je ne l'ai pas fait faute de temps, mais parmi les points qu'on pourrait voir, il y a les femmes auteurs,
puisque le premier auteur connu par son nom est une autrice, ça c'est la fille de Sargondaka, de Redouana, à qui on prête la composition d'hymnes. Alors, dans certains cas, ce n'est pas vrai. Dans certains hymnes, on sait que ça a été écrit après sa mort, mais je dirais que ce n'est pas grave, on ne prête qu'aux riches. Hein. Ça veut dire que les gens imaginaient très bien qu'elle avait pu écrire des hymnes. On pourrait faire quelque chose aussi sur les femmes qui commandent des inscriptions, ce qui ne veut pas dire forcément qu'elles les écrivent, mais on a des femmes dans le milieu royal. Qu'est-ce qui fait faire des inscriptions royales? Les rois et les femmes de leur famille. Et à certaines époques, bon, alors évidemment, ce n'est pas pour des palais, c'est des plus petits bâtiments, des plus petites choses, mais on a plein de petites inscriptions de femmes. Et puis, on pourrait faire aussi quelque chose sur les archives conservées par des femmes, parce que des femmes ont leur propre lot d'archives. Bon, ben voilà, on ne peut pas tout faire. J'espère ne pas avoir trop débordé sur mon temps. Ce qu'on peut conclure, il me semble, c'est que la différence entre hommes et femmes par rapport à l'écrit, c'est surtout du quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a peu de femmes qui écrivent, souvent dans les milieux où il n'y a pas beaucoup d'hommes, donc dans le milieu des palais, dans le milieu des femmes consacrées, mais du point de vue qualitatif, elles ont la même formation, elles écrivent la même chose, elles ont exactement les mêmes usages de l'écrit. Voilà, et bien, merci pour votre attention. Yeah. Vous voulez vous mettre ici? Oh, je ne sais pas, peut-être. C'était si brillant et si riche que c'est un peu. Je suis un peu paralysé, moi, pour intervenir. Je ne suis pas épigraphiste, je ne suis pas un homme des textes. Donc, mais vous voyez tout ce que vous trouvez dans le palais de Marie. Hein, oui, je sais. Et je dois dire que pour moi, c'est une ouverture tout à fait exceptionnelle qui est réalisée là dans ces travaux sur les femmes scribes, sur les femmes qui ont travaillé, sur les femmes qui ont su, une ouverture tout à fait riche sur la civilisation mésopotamienne. Et je pense que c'est un point extrêmement important. Et je vous remercie de nous avoir donné cette synthèse et cette façon d'approcher une question qui ne va pas m'empêcher de penser à tous les gens qui disent « Oh, la femme a toujours été… mais ce n'est pas vrai, ça a pu arriver. » Je ne veux pas dire qu'historiquement, il n'y a pas eu des moments où les femmes ont été écrasées, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Et si on regarde mieux certaines situations, c'est ce qui vient de se passer. Parce qu'on aurait dit ce que vient de dire Brigitte, il y a un demi-siècle ou un siècle, on aurait dit, on aurait rigolé. Vous voulez rire? Eh ben non. L'approfondissement de la recherche a abouti à des choses qui sont extrêmement intéressantes. Bien sûr, il y avait des tas de questions à poser pour compléter, pour aller plus loin encore. Je pense juste à une chose que j'ai à signaler, c'est le fait que, par exemple, à Marie, il y en a beaucoup, et puis il y a beaucoup de palais où on ne trouve rien, beaucoup de maisons où on ne trouve rien. Alors là, je pense qu'il y a deux petits points, je ne sais pas si partager ce point de vue. Il y a un premier point qui fait que beaucoup d'archives n'étaient pas maintenues en archives très longtemps, ça a duré le temps qui était jugé nécessaire par les gens qui géraient, mais en même temps, on ne jetait pas les tablettes, on les réutilisait. C'était du recyclage permanent. Pourquoi? Parce que l'argile des tablettes est une argile d'une extrême finesse, d'une qualité rare, que l'on débarrasse de toutes ces impuretés. C'est un gros travail. Donc, quand le texte était plus important, on l'effaçait, on mettait de l'eau et on relissait la surface et on réutilisait les tablettes. Ce qui fait que vous pouvez avoir pendant des dizaines et des dizaines d'années de la vie d'un bâtiment des tablettes qui ont continuellement été réutilisées et dont on ne retrouve que dans l'acte final de la maison quelques exemplaires. Ça, c'est une première chose qui peut expliquer ces ruptures et ces grandes périodes où on dit qu'on ne trouve rien. Mais non, ils écrivaient tout autant, ils étaient toujours en gestion. Hein. Donc ça, je pense que c'est très important. Alors, ce qui fait qu'on a parfois des choses comme à Marie ou comme dans d'autres sites qui ont fourni des textes de façon prodigieuse, c'est parce qu'il y a eu un accident.
un accident de parcours. L'accident de parcours, l'incendie, ça a été un accident de parcours. Et alors, ces tablettes ont été conservées. Et non seulement elles ont été conservées, mais comme elles se sont effondrées et que les murs ont été conservés encore, n'ont pas été complètement disparus. Ce ne sont pas des sols qui ont été nettoyés complètement par l'érosion. Et alors, là, on a trouvé quelques milliers de tablettes et c'est quand même tout à fait fantastique. Et c'est grâce à ça que nous savons maintenant qu'il y avait des femmes scribes, des femmes consacrées, des femmes qui étaient métallurgistes, des femmes, je n'en finirai pas, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Je vous demande qui veut poser des questions à Brigitte de le faire. Oui. C'est une question un peu annexe. Est-ce que j'ai bien compris, à la fin de la conclusion, lorsque tu as dit que les femmes, finalement, les femmes scribes, on les trouvait surtout dans des milieux où il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Où on filtrait les entrées masculines. Où on voulait les femmes consacrées dans la mesure où elles ne doivent pas se marier, elles ne doivent pas avoir d'enfants. Alors évidemment, il y a des textes où on a l'impression qu'il y en a quand même une ou deux qui se dévouent pour avoir des enfants, on ne sait pas comment, mais voilà, elles ont quand même des enfants. Mais alors, il y a des gens qui disent non, c'est pas possible, je crois que c'est très possible, de temps en temps il y en a une qui a un enfant, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais voilà. Mais le plus simple, c'est qu'elles ne voient pas beaucoup d'hommes en dehors des gens de leur famille. Et bon, alors ça, c'est une grosse discussion parce que Catherine de Graff, par exemple, pense qu'elle n'habite pas dans le Gaboul, mais qu'elle vienne travailler, je ne sais pas comment, ce serait en quelque sorte leur bureau. Alors, j'attends qu'elle écrive quelque chose là-dessus, parce que moi, j'ai entendu dire ça, mais parce que je ne suis pas convaincue, donc j'attends qu'elle écrive quelque chose pour me convaincre. Et je pense que dans le Gaboul, c'est un quartier et il y a des portiers à l'entrée. Dans les témoins, il y a toujours les portiers du Gaboul. Alors, si on met des portiers à l'entrée, c'est comme ici, c'est pour filtrer, c'est pour que n'importe qui ne rentre pas. Et je ne pense pas qu'il y ait de pirates dans le Gaboul. Bon, et dans le palais de Marie, on se rend compte que quand les verrous sont tirés le soir et pendant la sieste, et là, il n'y a plus que des femmes dans le palais. C'est extraordinaire, ça. Voilà. Et dans la journée, la vision d'un palais qui est peuplé que des femmes, Et je pense que dans la journée, les hommes peuvent rentrer, mais alors les femmes doivent rentrer dans leurs appartements. Alors bon, je sais qu'il ne faut pas parler de harem, parce qu'il y a une discussion circulaire, il y a des collègues qui parlent de harem, et d'autres collègues qui ne veulent pas. Moi, je préfère pas. Mais il y a des descriptions de ce qui se passe dans certains harems en Inde au XIXe siècle. On voit, je pense au roman de Kenny Zemmourad en particulier, on voit que quand les femmes doivent se replier dans leurs appartements, il y a un homme qui arrive, le héros, qui crie, poussez-vous, et puis les femmes partent nous voler le moineau parce qu'il y a des hommes qui arrivent dans le palais, donc elles doivent évacuer la place. Quoi. Je me dis peut-être il y a des choses comme ça dans le palais de Paris. Et est-ce que ça veut dire, dans le palais de Paris, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, ou est-ce que c'est à un certain moment de la journée, donc les femmes se retiraient, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'hommes dans le reste. Dans la journée, dans les autres parties du palais. Dans la journée, je pense qu'il y avait des hommes, l'administrateur des cuisines, c'est un homme aussi, donc je pense qu'il y a des hommes qui sont là. Hein. Et je crois. Et tu penses qu'il y avait plus de femmes que d'hommes? D'après les listes de distribution d'huile, il n'y a que des femmes. Et alors, ce qui est très intéressant et que Nelly Scar a montré, c'est que ça se termine par les portières et les portiers. Et elle dit, les portières, c'est les femmes qui étaient dans le palais et qui contrôlaient les entrées de l'intérieur ou qui contrôlaient que les femmes ne sortaient pas. Et les portiers, c'est ceux qui étaient dehors. On mettait des hommes et des femmes pour le contrôle dehors. Les seuls hommes qu'on a dans les listes de distribution d'huile, c'est les portiers. Donc ça, c'est intéressant. Je pense quand même qu'il y a des fonctions, des associations, des groupements qui sont... L'intendant, c'est un homme. Et il habite nécessairement le palais, puisque c'est lui qui gère toutes les entrées et les sorties, qui gère les messages au roi ou à la reine, et les messagers, etc. Donc il faut bien qu'il y ait des hommes. Oui. On ne peut pas imaginer qu'il n'y en a pas. Mais ça doit être géré autrement parce qu'il n'est pas mentionné dans les orations. C'est ça. Mais si on regarde les palais, une comparaison de l'organisation de l'entrée du palais d'Ougarit et de l'entrée du palais de Marie montre que c'est exactement la même gestion de l'espace pour une fonction de contrôle et de surveillance. Donc ça veut dire quelque chose. On
est quand même entre le palais d'Ougarit et le palais de Marie, il y a quand même 8 siècles. Si on retrouve les mêmes éléments à l'entrée du palais, ça veut dire quelque chose. Une personne qui a assisté voulait poser une question. Excuse-moi. Oui. C'est Carole, quand je pense que vous voulez poser une question. Oui, Ah oui, Carole, alors, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne sais pas gérer ça. Pardon. Oui, oui. Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Brigitte. Comme tu imagines, j'ai plein de questions, plein de remarques, etc. Mais on pourra faire ça à un autre endroit. Juste une remarque et quelque chose qui me surprend. Tu seras d'accord avec moi qu'un colophon, dans un texte scolaire ou littéraire, enfin dans ce groupe de textes, je ne parle pas des textes juridiques, dans un colophon, normalement, tu as l'information qu'on donne dans un colophon, c'est avant tout un nom. Ensuite, ça peut être un nom et la patronymie, la famille, ça peut être aussi des frères, des oncles, etc. C'est le professeur, c'est plusieurs informations. Mais normalement, le colophon, c'est avant tout l'identité de la personne, etc. Ce qui m'a surprise, ou alors je ne l'ai pas vu assez longtemps dans tes exemples, notamment dans le chant de la Houe, c'est que le colophon, c'est main de femme scribe. Donc, l'information, c'est le fait que c'est une femme. C'est même pas son nom. Et donc, ce que je trouve d'intéressant, c'est que ça montre que c'est ça la valeur. Le colophon nous dit que c'est une femme. C'est très bizarre. C'est pour ça que je pense, parce que encore une fois, c'est des tablettes scolaires, donc c'est écrit par des jeunes. Hein. Je ne sais pas quel âge ils ont, mais c'est bon. Le chant de la Houe, c'est pas quand même pas mal, ouais. C'est quand même bien. Bon, mais c'est peut-être une adolescente. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une façon de dire, moi aussi je sais le faire, quoi. Je suis une fille et je sais le faire. Et enfin bon, peut-être une revendication d'une minorité. Non, je pense que ça ne peut pas être autre chose qu'une revendication parce qu'on n'a jamais vu main d'un scribe. Bien sûr, et ben, c'est toujours pareil, hein, le masculin n'est pas neutre, mais on n'a jamais main d'un scribe homme, on n'a jamais ça, main d'un scribe, voilà. Donc, ça veut dire que pour un garçon, c'est normal, pour le petit garçon qui est à l'école, c'est normal d'aller à l'école. Pour la fille, je pense que peut-être elle pense que c'est plus difficile. Enfin, bon, mais encore aujourd'hui, je veux dire, quand des femmes arrivent à certains postes de responsabilité, on dit, ah voilà, c'est une femme qui est, je ne sais pas quoi, CAC 40, ou qui est ministre, ou qui est ci, qui est ça. On a encore besoin de souligner que c'est une femme, parce que ce n'est pas la règle. Et je pense que c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire, la fille dit, voilà, moi aussi, je sais faire ça. Oui, mais pourquoi elle n'a pas donné son nom? Pourquoi elle n'a pas donné... Alors, je suis d'accord avec toi, mais du coup, en faisant un calque de ce que font les hommes, donc de dire main de X, scribe, scribesse, femme scribe, ce qu'on veut, je comprendrais, mais juste dire main d'une femme scribe, c'est très curieux. C'est qu'elle pense que c'est encore plus important que son nom. Alors, il y en a une qui a donné son nom, je ne sais pas si c'est une ou deux sur les 4. Oui, j'ai plus juste un exemple. Il y en a 2 ou 3 qui disent juste fille, quoi. Donc, pour elle, c'est très curieux. C'est très curieux. C'est vraiment curieux. Et après, bon, j'ai beaucoup de questions, mais juste une deuxième, une autre remarque, c'est pour les sceaux. Ça n'implique pas forcément qu'on peut les lire, qu'ils soient utiles. À l'heure actuelle, on est incapable de lire une signature la plupart du temps. C'est des gribouillis. Et le but n'est pas qu'on puisse le lire. Et la reconnaissance ne se fait pas par la lecture. Donc, je me demande si ce n'est pas un peu comparable à ça. Mais bon, voilà, des questions. Peut-être, mais dans le Pays de Marie, tu as toute une histoire qu'on fait travailler des fois aux étudiants pour l'histoire des sceaux, où on dit je suis allé dans tel magasin et c'était scellé au sceau de machin. Donc les gens reconnaissent le sceau. Oui. Parce que nous, quand on voit une signature, c'est un gribouillis, on ne sait pas qui c'est, sauf si on a signature de machin au-dessus. Si la personne met son nom au-dessus, voilà, la signature authentifie, mais si on a juste la signature, on ne sait pas qui c'est. Alors que là, les gens, en lisant le sceau, savent qui c'est, et on a des cas où on dit je suis allé dans le magasin, il y avait le sceau de un tel, je l'ai cassé, et puis dans le magasin, j'ai pris des paniers de tablettes qui étaient scellés au sceau de un tel. Donc, soit ils reconnaissent le sceau parce qu'il n'y a pas 2000 administrateurs, ce qui est aussi possible, soit ils savent lire. Mais quand on dit les dessins, ce qui m'interrogeait, c'est quand on dit les gens déroulent le sceau côté écriture parce que tous les dessins se ressemblent. Et si on ne sait pas lire, tous les signes cunéiformes se ressemblent, c'est encore pire. Oui, mais
Mais ce n'est pas impossible. Tu sais, je prendrai un autre exemple. Il faut toujours se méfier des comparaisons à travers les époques, les civilisations, etc. Mais on ne peut pas s'en empêcher, donc je fais comme les autres. Si tu prends l'exemple en Corée à l'heure actuelle, ils écrivent tous dans leur alphabet, leur écriture, mais ils ont tous des sceaux à encre, et c'est comme ça qu'ils valident tous les documents, les achats, etc. Donc, ils ont tous des sceaux, et les sceaux sont très majoritairement, maintenant ça commence à changer, mais ils sont en caractère chinois. Or, même si à l'école, ils apprennent un certain nombre de caractères chinois, ils ne lisent pas tous les caractères chinois. Ils connaissent parfois quelques-uns, notamment comment écrire leur nom, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de lire et de reconnaître un sceau chinois avec des caractères chinois. Donc, je me demande s'il n'y a pas, tu vois, des ambiguïtés, des subtilités qui nous échappent par rapport à notre vision de l'écriture. Bon, voilà, des questions. Oui, non, c'est plus compliqué. Merci. C'est intéressant, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Je précise, il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre, mais pas de questions bêtes. Non? Ben alors, il nous reste à remercier Brigitte, et moi je voudrais dire juste une image qui me reste très forte. C'est cette coquille gravée avec la femme, et son signe, c'est le sceau qui est suspendu. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui doit toucher profondément sur ce que les femmes pouvaient éventuellement représenter dans cette société. Et c'est un point que je trouve. Merci. Merci à vous tous et toutes. Je peux mettre je vais beaucoup mieux les gens après dans le pas les Je n'ai pas fait exprès, je